Bonsoir et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne La Danse des Dragons dans l'univers de House of the Dragon avec le système Chronique oubliée de Black Book Edition. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut. Cet épisode 1. L'intensité. Intense. Il en s'est passé des choses dans cet épisode 1. Il y en a partout. On espère que vous avez apprécié. Ils en ont mis partout. En tout cas, ça y est, l'épisode 2, la campagne est pleinement lancée. Et puis, pour résumer l'épisode 1, on va faire confiance à Chat. J'aime pas quand il rit comme ça. J'aime pas quand il sourit. J'aime pas quand il rit comme ça. Donc nous avions commencé l'épisode précédent en nous retrouvant tous les trois en haut du mur, tout à fait logique, pour un mariage c'est un magnifique paysage, bien évidemment, où nous nous sommes fait attaquer par des gens très très blancs avec des cornes et des trucs très très bleus dans les cheveux. On a trouvé ça un peu bizarre. Un jonc très très bleu. Hein ? Il y avait un jonc très très bleu. Et les autres avaient des cornes, t'as dit ? Effectivement. Hein ? Non, Ils avaient Voilà. des casques. C'est Il y avait pas un bien jonc reçu. blanc et deux joncs noirs. Quoi qu'il en soit, je suis revenue avec mes dés pourris, voilà, ça c'est fait. Pendant ce temps-là, Riam, lui, a démonté, du coup, tous les gens qui nous attaquaient, et Gwensen a été, ma foi, merveilleuse dans son rôle de soigneuse. Fait ce qu'on peut. Et nous avons fini par voir une petite... un corbeau à 3 yeux. On s'est rappelé du coup les vieilles légendes avec les enfants et tout ça. On s'est approché de la corneille qui nous a visiblement transportés dans un autre endroit, une grotte souterraine avec des racines et tout ça, où on voit un vieil homme qui nous sort une sorte de prophétie très très longue, donc je ne la dirai pas, vous avez qu'à regarder l'épisode précédent. Voilà, ça c'est Demandez de la recopier. c'est pour moi plus tard, tu vois, parce que mon personnage se rappellera par contre. Quoi qu'il en soit, le jour du mariage, Riam se prépare pour la joute face à Jason Lannister. Pendant ce temps-là, avec Gwensen, nous sommes dans les gradins et Arador, du coup, équipe notre cher frère. Notre cher frère qui fait un exploit merveilleux en désarçonnant Jason du premier coup. Ah, le monde se lève, ah, c'est magnifique, tout ça. Et nous, de notre côté, nous avons notre grand-oncle, du coup, Unwin Pick, qui cherche un peu à savoir si notre famille prête allégeance plus au noir ou plus au vert. Mais on a été très très fort et on n'a rien dit, tout simplement parce qu'on ne sait peut-être pas encore, mais ça vous le savez pas. Moi je veux savoir où il se place lui avant de lui répondre. On est bien d'accord. Mais bon, voilà, en tout cas, à la fin de la joute, nous voyons arriver Aemon Targaryen sur son magnifique dragon Vagar. On se dit que bon, ça commence à sentir un peu le roussi. Et je vous parle pas du feu du dragon, juste de la situation qui... Voilà. Arrive du coup l'heure du banquet, tout le monde est super content et tout ça. Le moment du coucher arrive, où nous, en tant que grands frères et grandes sœurs, on serre un peu les dents, mais faut y passer. Et au cours du banquet, on voit Daemon Targaryen pour le coup arriver, lui aussi. Ouais. Bon, voilà, sachant que la main du roi est attablée à côté de Lady Tyrell qui nous accueille à Haut-Jardin. C'est une magnifique tablée, du coup on se dit que c'est une bonne soirée, quoi. Et là on entend crier. Ça valait le coup de venir. C'est ça. Et on monte tous à l'étage, du coup retrouver la chambre de notre petite sœur où normalement elle devait profiter de sa première soirée de noces avec son mari. Nous la découvrons nue, une dague à la main, avec des symboles... Bon. Voilà, et avec son mari mort, je sais plus, égorgé, c'est ça, à ses pieds. Et nous nous sommes arrêtés là. Et la suite après le générique.
Le lendemain du drame, Célise fut emmenée dans les cachots de Haut-Jardin. La nuit fut courte, pour tout le monde. Votre père s'enterra dans un profond mutisme. Une chape de plomb a plongé la capitale du Bief dans une atmosphère étrange, une atmosphère de tension extrême. Tout le monde comprend que les alliés d'hier ne sont plus. L'alliance entre les deux familles est rompue. Tout le monde est réuni dans la grande salle des Tyrell. La lumière du matin se diffuse avec douceur dans l'immense pièce, accentuant cette situation de malaise général. Tarly, Tyrell et Florent sont bien entendu réunis. Otto Hightower préside, au nom du roi, en tant que sa main. Les protagonistes de l'histoire sont là, tout comme Helena Tyrell, la régente, ainsi que quelques seigneurs et hommes d'importance notable du Bief. Bien entendu, une Windpike, Reuben Blackbar avec un léger sourire carnassier, mais aussi le septon Loras, proche du grand septon du septuaire étoilé de Villevieille, le cœur de la foi des Sept. Malgré la lumière matinale, on peut discerner au loin, à travers les vitraux chaleureux de la salle, un orage pointé, annonciateur de cette extrême tension qui se joue à présent face à vous. Helena, sur une estrade où se trouve la main du roi, assise sur un fauteuil en bois très bien ouvragé, reste muette, comme à l'accoutumée. Otto Hightower est à ses côtés, lui aussi sur un fauteuil dont chaque parcelle du bois est recouvert de bas-reliefs à la gloire de la famille Tyrell. Vous pouvez y discerner notamment Harlan Tyrell, qui reçut d'Aegon le Conquérant le fief de Haut-Jardin et la suzeraineté sur le Bief après l'extinction de la maison Jardinier suite à la bataille du Champ de Feu. La main du roi observe l'assemblée devant lui. Il toise d'un regard inquisiteur, méthodique, chaque personne présente. Il prend la parole au bout de 2 longues minutes. L'affaire est complexe. La situation est assez grave pour requérir toute notre attention. Un procès doit être organisé. Au nom de Viserys Ier de son nom, roi des 7 couronnes, des Andals et des premiers hommes, je présiderai ce procès en tant que main du roi. Malgré tout, les affaires du royaume m'incombent la tâche de poursuivre mon périple à travers les grandes cités de Westeros. J'ai donc pris la décision de placer ce procès à Villevieille, cité des premiers hommes et cœur du pouvoir des Hightower. Célise Florent partira avec moi dès demain, au lever du soleil. Elle sera conduite à Villevieille pour un procès qui se déroulera dans 1 mois. John Florent est muet. Alan Tarly semble dans une rage qu'il cherche à contenir. Une rage et une détresse face à la douleur qui le submerge. La main du roi reprend. Que les 7 permettent d'obtenir la vérité. Au nom des 7 et du roi. L'assemblée reprend en chœur la dernière phrase de la main, puis Otto Hightower se lève. Tous s'inclinent, même John, dont le regard a l'air perdu dans une lourde réflexion. Tu vois qu'il se lève, certains baissent la tête, et tu vois qu'il commence à sortir, les portes s'entr'ouvrent, et petit à petit, les gens commencent à affluer, à sortir donc de la salle. Et donc, vous voyez que les Tarly vous regardent très légèrement, et tournent les talons pour sortir. Vous êtes parmi les derniers. Vous voyez que John, donc votre père, se retourne. Vous lisez, c'est très difficile de lire ses pensées, mais vous voyez une énorme peine qu'il essaye de contenir. Et vous voyez que, sans rien dire, il sort de la pièce. Que faites-vous ? Est-ce que, quand on est arrivé, je sais pas si on l'a vu en fait, parce que dans la cohue, est-ce que la dague qu'elle tenait dans la main était vraiment ensanglantée aussi ? Oui. Je vais suivre notre père. Et je sors. Est-ce que moi la dague me dit quelque chose ? Étant maître d'armes, normalement, si c'est une arme de chez nous, normalement je l'ai déjà vu traîner quelque part, de base. C'était une arme très sommaire, très simple.
que n'importe quel type de forgeron aurait pu faire. En tout cas, elle n'était pas bien ouvragée. C'était pas une arme d'apparat, c'était vraiment une arme, une dague faite pour le combat, pour quelqu'un de très basique, un roturier, mais absolument pas une arme qui valait cher et qui pourrait se retrouver dans les mains logiquement d'un noble habituellement. D'accord. Moi, ça me pose problème, quoi. Surtout que Céline, j'ai jamais vraiment vu manier d'armes de base et Non. c'est pas du tout son truc. Wensen, que fais-tu? On est toujours au jardin. Hein. Oui, vous êtes dans la grande salle de haut jardin. Est-ce que le banquet, est-ce que tout le banquet était débarrassé? Oui. Ce qui dénote totalement avec ce que vous aviez vécu la veille où tout se passait très bien, il y avait une atmosphère très chaleureuse, et là, même si vous êtes tout seul et que vous êtes réunis en famille, vous sentez cette tension, cette lourdeur, cette souffrance aussi quelque part. Vous revoyez encore l'image du regard complètement perdu de Célise, et vous la revoyez encore prise par certains gardes, amenée dans les cachots, et c'est la dernière image que vous avez pu voir d'elle. Après, du coup, là je vois Alistair qui s'en va, je suis avec Riam du coup toujours. Riam, est-ce que vous croyez que la main fait prendre des mesures pour interroger les petites gens, savoir si notre sœur aurait éventuellement été droguée ou ce genre de choses? En fait, moi j'ai la main crispée sur mon épée. J'essaye de me calmer, de me détendre. J'entends en fait, mais j'ai la mâchoire tellement serrée que j'ai beaucoup de mal à lui répondre. Ça prend quelques secondes, voire une minute avant que je lui dise je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est notre place que de chercher à faire ce genre de choses? Alors vous pouvez. C'est-à-dire que dans l'enquête, entre guillemets, pour apporter des preuves, vous pouvez enquêter de votre côté. Je ne vais pas me... Je ne vais pas me poser la... Je ne vais pas poser la question. On va aller voir de quoi il en retourne. Fort bien. Ok. Alistair. Je suis sortie, moi. Ok. Moi, je l'accompagne. Ça marche. Tous les deux, vous vous déplacez donc en direction de quel lieu? Des cachots, je pense. Enfin, de là où elle a pu être enfermée. Ok. Je pense qu'il doit y avoir des cachots ou des... Ouais, il y a des cachots. Des pièces... Effectivement. Donc là où on l'a placée, donc dans le deuxième sous-sol, en fait, vous avez pu poser la question. Vous savez qu'elle a été envoyée dans un endroit très humide. Très sombre, il n'y a pas de lumière, c'est vraiment en sous-sol, et vous savez que c'est pas la partie la plus agréable de haut jardin. Passage... Est-ce qu'on passe par hasard près de là où il pourrait y avoir des affaires ou des tenues? Oui. J'en profite pour attraper une tenue... une peau de bête ou quelque chose, une tenue chaude en fait, et puis je l'emmène... je me dirige vers les cachots. Ok, ça marche. Wensen, tu l'accompagnes? Oui. Ok. Vous êtes les premiers à sortir de la pièce. Tu vois en fait un petit écuyer, 12 ans. En fait, tu revois en fait le même écuyer que vous aviez pu voir, donc qui a annoncé, qui se déplace dans ta direction, Arador, et tu vois qu'il te remet un papier. Bien, tenez monsieur, c'est pour vous. Et tu vois qu'il le repart aussitôt. Tout va bien, Arador? Je me demande, initié. Sachez, je ne connais pas cet enfant, je ne l'ai croisé que hier pendant les joutes. Tu le sais, je te fais entièrement confiance. Je sais, mais je ne comprends pas qui peut vouloir me voir. Je me présenterai. En descendant les quelques marches, Wensen, tu vois Riam prendre les devants et partir le premier dans la direction des cachots du château. Tout en dévalant l'escalier, tu entends derrière toi une voix familière, celle du septon Loras. Tu te retournes machinalement et tu vois sa longue robe richement brodée, ainsi que sa légère et symbolique rose d'or accrochée à sa poitrine, le signe de sa maison, avant son ascension, la famille Tyrell. Il te fait un léger signe de la main
puis passe devant toi tout en se déplaçant lentement comme s'il t'attendait pour poursuivre son chemin. Il n'y a quasiment plus personne. La petite foule d'il y a quelques minutes a laissé place à un long corridor lumineux, vide, dont les reflets des vitraux offrent une sensation de protection doucereuse. Le soleil s'est levé depuis quelques heures et semble vouloir lutter pour conserver son autorité dans ce ciel d'un intense bleu. Le Septon Loras est un homme très maigre, aux traits secs, un visage de marbre sculpté avec une infinie sagesse et une prestance digne de sa lignée. La soixantaine, les cheveux mi-longs grisonnant légèrement sur le côté, il arbore une robe blanche travaillée avec une minutie harmonieuse. Son regard, sévère, tu l'as déjà croisé plusieurs fois lors de tes études de Septa à Villevieille. Tu fus l'une de ses disciples. Il t'enseigna les sacrements des sept, mais t'ouvrit à la rigueur d'un dialogue savamment choisi en fonction des interlocuteurs. C'est un diplomate, en plus d'être un septon fidèle et rigoriste. Il se déplace toujours aussi lentement pour que tu arrives à sa portée. Tu te rapproches machinalement. Une fois à sa hauteur, il murmure à ta destination. Septa Gwensen. On ne s'est pas parlé depuis bien longtemps. Flowers à votre arrivée, Septa aujourd'hui. Mais peut-être toujours Florent, malgré les préceptes des sept. En parlant des sept, je me demandais, et tu vois que là il s'arrête, il se tourne vers toi. Vers qui va votre allégeance? Les sept ou les Florent? J'ai servi le 7 toute ma vie, mais je dois ma position à mon père. C'est une question, ma foi, délicate. Je comprends que vous me la posiez et je regrette qu'elle doive se poser dans de telles circonstances, malheureusement. Mais... Et pourtant, elle se pose. Surtout, hélas, en ce moment. En tout cas, monseigneur, je constate que votre allégeance va vers les Tyler, sinon vous ne porteriez point... Les sept sont supérieurs à ma famille. Dont vous portez pourtant la livrée actuellement. Car j'ai souvenir de là où je viens. Mais mon avenir se tourne vers les sept. Eh bien, notre position est semblable. Je sais d'où je viens et mon avenir est tout tracé. Donc on est d'accord que le grand septuaire est votre destinée. S'il le veut, oui. Est-ce que c'est véritablement le cas, ou est-ce que tu te sens plus proche des Florent? Là actuellement, là je suis en train de jouer politiquement avec lui et c'est vrai que elle reste très très confuse vis-à-vis de ça parce qu'elle aime beaucoup sa sœur, elle aime beaucoup ses frères. Et là c'est vrai qu'il faut qu'elle prenne position et c'est quelque chose faudrait qu'elle prenne le temps d'y réfléchir. Là ça s'est un peu précipité. Eh bien je te laisse dans ce cas-là faire un test de charisme. Alors, plus 5 à tous les tests de baratin, ou lorsqu'il faut mentir. Ok, grâce à ta capacité, c'est ça? Tout à fait, ok. Je suis baratineuse. Donc tu peux rajouter ton bonus de charisme, plus ton bonus, donc plus 1. Alors, 11 plus 5, 16, plus 3, 19. Ok, donc tu vois qu'il te regarde longuement dans les yeux. Il a l'air satisfait de ta réponse. Et tu vois qu'il se retourne de nouveau et continue à avancer. Vous n'êtes pas sans savoir que les jours du roi sont comptés. Il s'affaiblit chaque jour. Tu sais, comme tout Westeros, qu'il y a 3 ans, il se blessa la main gauche, coupé par le trône de fer. Il fallut l'aide de Rhaenyra, qui dépêcha son propre maître, Gérard X, qui amputa Viserys de 2 doigts pour lui sauver la vie. Mais cette histoire fit grand bruit entre les seigneurs, car une légende raconte que celui qui se coupe sur le trône de fer n'en est pas digne. Tout en avançant sur les mosaïques du long couloir, faisant résonner vos pas à l'unisson, le Septon Loras reprend de sa voix grave et son air hautain, mais toujours sous le signe de la confidence. Le grand Septon sait que Viserys vit peut-être son dernier été au Donjon Rouge. Il est instruit, comme tout Westeros, des tensions entre les Noirs et les Verts. Plus important pour vous, cher Septa. Il est au courant du choix de Lord Florent. Et tu constates qu'il cherche, tout en disant ces mots, à sonder ton regard.
Oh, je gage que le choix de Lord Florent sera des plus avisés. Lord Florent a choisi les Noirs, ce qui est loin d'être un choix avisé. Il serait judicieux de le faire changer d'avis, pour son bien et celui de sa famille. J'ai envoyé un corbeau au grand septuaire étoilé. Si nous agissons intelligemment, nous pourrons obtenir une bonne place lorsque Aegon montera sur le trône de fer. Par la même occasion, nous briserons le miroir incestueux des Targaryens. Tu comprends évidemment la référence au mariage de Daemon avec sa nièce Rhaenyra. La foi des Sept n'a jamais apprécié le mariage entre frères et sœurs des Targaryens, surtout lors de l'apparition de la foi militante. La première menace sérieuse que dut essuyer la dynastie Targaryen, dont la légitimité sur les 7 couronnes fut contestée, notamment lors de la guerre de la foi, entre 41 et 48, âge de la conquête. Il fallut la conciliation du grand-père de Viserys, le roi Jaehaerys Ier, et de sa main, le Septon Bart, pour apaiser la foi militante. Le Septon Loras reprend. Ce que je vous réclame est plutôt difficile, je le sais. John Florent est un seigneur obtus. C'est-à-dire que si j'ai l'oreille de mes frères, celle de mon père ne m'est pas acquise. Eh bien, en tout cas, essayez. Mais j'essaierai, oui. Aussi bien pour lui que pour vos frères. J'essaierai, monseigneur, j'essaierai. Très bien. Et tu vois qu'il continue donc ce chemin. Bah, du coup, est-ce qu'il a fait signe que c'est terminé? Oui. Ouais. Bah, je fais demi-tour et je vais rejoindre Rayam, du coup. Vous avancez face à un long couloir. Un couloir richement décoré. De chaque côté, certaines statues en or représentant des membres légendaires de la famille Tyrell ornent l'espace environnant. Le sol est constitué de mosaïques représentant de manière assez simple une fleur, peut-être même une rose. Malgré la fraîche matinée, il fait plutôt bon dans les corridors menant à l'étage où les invités d'au jardin ont été placés. Les colonnes d'ornement, en marbre blanc ou tirant vers le vert foncé, sont travaillées en de sublimes et méticuleuses arabesques pour ressembler à des racines ou des tiges de plantes fantastiques. Des vitraux magnifiquement ouvragés, diffusant une lumière chaude et bienfaitrice, amplifient l'atmosphère ostentatoire de la capitale du Bief. Vous croisez à certains moments des gardes de la Rose, qui vous saluent tout en ayant un regard assez sombre. Par-delà les vitres, vous pouvez discerner les jardins, larges de plusieurs mètres, grandiose et impressionnante démonstration de la beauté organique de la demeure des Tyrell. Et donc vous allez 2 niveaux au-dessus pour arriver jusqu'aux chambres où se trouve notamment donc John Florent. Et donc une fois arrivé, eh bien en fait vous remarquez, parce que elle est très marquante comme femme, sortir de la pièce où se trouve John Florent, donc sa chambre, une femme que vous reconnaissez par sa chevelure blanche et ses yeux violets. Rhaenyra. Et vous la reconnaissez même si vous ne l'avez jamais vue auparavant. On vous a déjà parlé de son extrême beauté, de cette force que l'on discerne en un instant dans ses grands yeux violets. Instantanément, vous ne pouvez vous empêcher de penser qu'il s'agit d'une femme sublime. Son visage ressemble, au dire de l'entourage de Port-Réal, la capitale des 7 couronnes, au visage de sa défunte mère, Aemma Aeryn. Sa beauté est amplifiée par une tenue choisie avec soin pour rappeler son ascendance royale, une robe noire rehaussée avec goût de dorure et de tissu vermillon, symbole de sa maison. Elle affiche un grain de beauté très caractéristique sous l'œil gauche, l'identifiant tout de suite au regard de ses interlocuteurs. Elle semble ne pas vous avoir aperçu et part dans le sens opposé de votre direction, un léger sourire aux lèvres. Et donc la porte est légèrement entrouverte, et donc que faites-vous? Je frappe. Ok. Donc vous entendez la voix grave de votre père, enfin de ton père, entrer. Du coup, je t'ouvre la porte et j'attends qu'on m'invite à rentrer. Ok. Et donc il se retourne et puis donc il te voit à la porte et il te fait signe de rentrer. Il fait très sombre, vous voyez qu'il a fermé donc des volets. Donc il y a une légère lumière qui éclaire, donc avec cette petite poussière très légère donc qui se diffuse avec la petite embrasure donc de la lumière. Il fait légèrement froid dans la pièce et vous voyez qu'il s'est mis près de la fenêtre, donc il regarde cette légère embrasure et vous voyez qu'il a l'air de réfléchir longuement. Du coup, moi je rentre, je referme la porte derrière nous Mhm. et m'assure que la porte reste fermée, donc je reste devant. Ok.
Moi, je m'avance et je reste debout, Mhm. légèrement de côté face à lui. Ok. C'est une tragédie qui nous atteint. Comment pouvons-nous faire? Tu vois qu'il se retourne, donc tu vois qu'il se tient très légèrement sa main, donc tu sais qu'il a une grande douleur depuis une bonne vingtaine d'années, donc la main gauche, donc sa main d'arme. Effectivement, une tragédie. Je ne sais quoi faire. Ma fille est dans ce cachot. Les Tarly, nos amis, ne le sont plus. Et je sens que si elle part à Villevieille, Célise ne reviendra pas. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? J'ai rencontré Rhaenyra. Elle était là aussi au mariage, mais elle a préféré que Daemon soit présent, physiquement, au mariage. D'où le fait qu'il était là hier soir. Elle était dans sa chambre. Elle est venue donc ce matin, et elle m'a dit que si la main du roi était présente, ce n'était pas pour rien. Il y a une pression qui est faite sur les différents seigneurs du Bief. Elena Tyrell ne dirige rien. Les allégeances envers les Noirs, les Verts, se organisent en fonction des intérêts de chacun. Chacun prend position. J'ai reçu des corbeaux de Port-Réal me demandant vers qui se tournait mon allégeance. J'ai choisi de longue date celui de Rhaenyra, donc celui de Viserys. Et j'ai l'impression que Otto Hightower est tout courant. Je ne sais pas comment il a réussi, mais en tout cas, le fait que Célise part à Villevieille, je ne sais pas si c'est un bon signe, un bon présage, mais il y a quelque chose. Ce mariage n'aurait pas dû se finir ainsi. Arador, qu'en penses-tu? Je suis pantois de tout ce qui s'est passé. Je ne comprends pas pourquoi elle aurait tué son mari. Le mariage avait l'air de bien se passer et je pense que nous sommes plus à une hauteur de comment dire, de trahison, mais plus haut que ce que nous pensons. Il faudrait pouvoir parler avec elle pour comprendre et espérer qu'elle se souvienne de quelque chose ou quelqu'un qu'elle aurait croisé, qui serait peut-être plus enclin à avoir voulu cet acte. J'ai demandé à Maître Carsen qu'il puisse passer la voir. Je fais mon possible pour essayer de trouver une solution, mais effectivement, peut-être revoir avec elle. Je sais que Riam avait pour désir de s'y rendre. Peut-être arrivera-t-il à discuter avec elle. Très bien. Espérons. Si je demandais à vous voir hier, c'est parce que notre grand-oncle, Unwin Peak, me demandait vers qui allait notre allégeance. Bien évidemment, je ne lui ai pas répondu. Je me suis douté que la présence de la main n'était pas fortuite, Aemon arrivant dans la foulée. Effectivement, la pression est palpable. Très bien. Et lui, qu'a-t-il dit, votre oncle? Il ne nous a pas dit. Si vous le revoyez, si vous revoyez Unwin, essayez de le savoir. Très bien. Et savoir pourquoi il vous le demande. Apparemment, il aimerait savoir, comme vous le dites, Lady Tyrell n'est pas en capacité de... comment dire, d'unir
le bief et apparemment chaque maison va aller de son avis. Et forcément, si les Tyrell sont affaiblis, les pics vont en profiter. Je pense. Étant la deuxième plus grande maison du bief, Et les Tarly, savez-vous vers qui ils se dirigent? vers les Noirs, eux aussi. Tout du moins, c'est ce que m'avait dit Alan à l'époque. Donc vous savez que c'est Le père Lord Tarly. ouais. Bien, Bien on va trop. attendre que Riam revienne. Je pense que hier, l'arrivée chevaleresque était une démonstration de force. Arriver avec son dragon pour le mariage était pour imposer une loi et un pouvoir sur les noces. Était-il réellement heureux que ces noces aient lieu? Je ne connais pas les tenants et aboutissants de cette alliance, mais je pense que ça aurait renforcé notre famille. Peut-être Ouais. que cela les dérange. Et l'Alliance des Noirs. C'est ce que j'allais vous dire. Peut-être que les Tarly ont vendu le fait que vous ayez choisi Rhaenyra. Peut-être. Dans ces cas-là, il faudrait savoir si Alan Tarly a dit quelque chose à un proche. Ce sera pas facile de leur parler sans passer pour des traîtres vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui. Apparemment, il ne décolère pas. Il considère que Célise a tué son propre fils. Il ne parlera pas facilement. En tout cas pas à moi et pas à l'un d'entre vous. Peut-être que toi, en parlant à des gens qui lui sont proches, Peut-être. Peut-être auprès du maître d'armes. Peut-être, oui. Je sais que il a quelqu'un de proche, un prêtre rouge de Myre, à Guillard, il me semble. C'est lui qui est aussi en partie une sorte de maître d'armes dans sa famille. Peut-être que tu pourras lui en parler. Très bien. préféreriez-vous que notre sœur ne fasse pas partie du convoi? Ce serait risqué. Pour toute la famille. Je le sais, mais Il faut qu'on essaye de trouver une solution. Le moindre détail qui pourra essayer de ralentir le départ d'Otto Hightower. N'importe quoi. Mais même si je le voudrais, on ne peut pas faire partir Célise. Si on le fait, ça prouvera juste qu'on protège une coupable et qu'on ne veut pas de jugement parce qu'on la sait coupable. j'entends bien. Ce qui nous lierait à cette tragique nuit. J'entends bien, mais si vous dites que notre sœur est en danger de partir là-bas, Je sais. Et tu vois que lui aussi, ça le travaille. Je le sais. Rador, j'ai confiance en toi. Je sais que je t'en demande peut-être beaucoup. Je ne dirais pas que tu es notre dernier espoir, mais aide-nous. Je ferai tout pour démêler le vrai du faux de cette histoire. Mais il faut qu'on fasse ça discrètement. On ne peut pas se permettre de salir un peu plus le nom des Florence. Je sais. C'est pour ça que ce dont je vous ai parlé concernant Rhaenyra, mon allégeance, on vous n'en parlait pas. bien évidemment. Et quel en est le conflit des Targaryens plus au nord? Tu parles des Stark ? De quel côté penche la balance? Pour l'instant. Si on parle du nombre, du côté des Verts. Maintenant, suffirait que les Stark décident de pencher d'un côté, du côté de Rhaenyra,
que Lord Tully, lui aussi, se mette à pencher d'un côté et ne reste pas dans une balance neutre, comme il a coutume de le faire, et tout pourrait changer. Et sommes-nous sûrs des alliances qui ont été faites? Ou peut-être des promesses en l'air qui pourraient basculer du jour au Concernant Alan Tarly, je ne pourrais dire. Je ne sais pas si, d'une quelconque manière, les choses actuelles pourraient changer le concernant, mais j'en sais rien. Souhaitez-vous que j'aille parler à Yumin? Oui, Ce sera fait. très bien. Je vais discuter avec Otto Hightower. Je vais essayer de voir si je peux, d'une quelconque manière, influencer son choix. Même si je doute, mais j'essaierai de voir si je peux pas retarder le départ de Célise. Très bien. Bien. On se retrouve au souper. Tu vois qu'il se tourne de nouveau vers la fenêtre et vous savez que dans ces moments-là, c'est le moment où il se coupe totalement et qu'il ne parle plus. Il est quelle heure à peu près? Il est à peu près 10h du matin. Donc que faites-vous? Du coup, je salue mon père et je commence à ressortir. Eh bien, je vais te suivre. Mhm. Juste en me disant, je ferai tout ce qui est possible. Et tu vois qu'il baisse juste la tête. Et je ferme la porte derrière moi. La partie souterraine de Haut Jardin, où tu te trouves, Rayam, est sombre, malgré les torches tentant de lutter contre l'obscurité. Il y a des gardes de la rose à différents endroits, mais c'est un véritable labyrinthe où tes pas résonnent fébrilement. Mis à part le bruit des torches, dont le feu miroite contre les murs de pierre, il semble que tu sois le seul être vivant à déambuler dans ce triste labyrinthe. Toi et les quelques gardes. C'est comme si tu avais un nouveau château. Une image miroir sombre et lugubre à l'opposé de celle affichée par les Tyrells quelques niveaux plus haut. Tu as déjà demandé 3 fois la direction de la geôle de ta sœur lorsque tu empruntes la dernière section menant à celle-ci. L'air est humide. Ça sent légèrement la terre, une terre fraîche comme celle de l'aube. Soudain, tu penses à la devise de ta famille, aussi brillant que l'aube. Tu ne dois pas céder à ton instinct et rester maître de tes pensées. Être fort mentalement. Tel est le credo. Au bout de 5 minutes, tu croises Maître Carsen, ton précepteur. Tu le connais depuis une 30aine d'années maintenant. Il a l'air surpris de te voir dans ce sombre lieu. C'est un homme assez âgé, proche de la 60aine, extrêmement vif d'esprit. Les cheveux courts, presque rasés, tu sais qu'il prend grand soin de sa physionomie. Il mange avec rigueur et taille avec précision sa barbe grise. Il a un regard noir qui semble toujours inquisiteur et en même temps étrangement doux à certains moments, prêt à pardonner les erreurs avouées. Il porte la robe de bure grise des maîtres de la citadelle où il a obtenu ses chaînes, de nombreuses chaînes, dont une en acier valyrien, preuve s'il en faut de sa connaissance des mystères supérieurs, c'est-à-dire de la magie. Il t'a déjà dit, étant enfant, que seul un maître sur 100 possédait ce maillon. Tout en ayant dit cela, il avait éprouvé une extrême fierté, lui qui cache assez facilement ses sentiments. Tu connais son toc, qu'il fait actuellement d'ailleurs, celui de tenir dans ses mains sa chaîne de cuivre, représentant la connaissance de l'histoire, en y faisant le tour de manière compulsive avec ses doigts. Il te voit et commence à te parler avec cette voix caractéristique légèrement nasillarde. Ah, Riam, Maître, vous venez voir Célise. tout à fait. Elle va physiquement bien. Si vous dites physiquement, c'est que... Elle a peur. Très peur. Bien, je pense que voir son frère devrait la rassurer un petit peu. Sûrement. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle est perturbée. Elle se rappelle simplement d'être rentrée dans la pièce, d'avoir bu. Et c'est tout. Est-ce que c'est possible qu'on l'ait droguée? C'est une possibilité. Tant que je n'ai pas le vin qu'ils ont pu boire, je ne pourrais le dire.
Et je suppose que ce vin a été retiré très rapidement. Fais-moi un test d'intelligence, donc avec intellect, enfin avec intelligence, donc le modificateur. 17. 17. En fait, quand il t'a dit ça, tu te rappelles qu'il y avait eu un pichet qui avait été pris par Deacon. Tu te rappelles même qu'il y avait eu 2 verres qui avaient été pris par Deacon. Sauf que quand tu es rentré dans la pièce, et t'es sûr à 100%, quand t'as regardé autour de toi, dans cette pièce où se trouvait ta sœur et le corps de Deacon, il n'y avait pas de verre. Et il n'y avait pas de pichet. D'accord. Et il me faudrait donc ce pichet pour voir si, oui ou non, elle a pu être empoisonnée. Visiblement, je me rappelle pas avoir vu de vin ou de pichet ou de verre dans la pièce. Soit ça a été retiré avant, soit... Peut-être. En tout cas, si je n'ai pas ça, je ne pourrai pas m'affirmer à 100%. Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre sœur va mal. Très mal. Je vais aller la voir. Tu vois qu'il te salue et il sort. Et au moment en fait où il tourne, tu vois donc Gwensen qui se déplace et qui arrive dans ta direction. J'ai réussi à trouver mon chemin avec les gardes de ça. Exactement. Formidable. Tout va bien? J'ai eu une discussion très intéressante avec le Septon Loras. Sans regarder autour de moi un peu nerveusement, je ne pense pas pouvoir vous en révéler la teneur ici. Je ne sais pas qui nous suit, qui nous écoute. Il faut que ce soit fait entre nous. Je pense qu'il faudrait En aussi dehors que... des oreilles indiscrètes. Oui, il faudrait que notre frère soit présent aussi. Ça attendra alors. Nous allons aller voir Célis. C'est son nom, je crois. Ouais, c'est Lise. Donc vous approchez, vous voyez que le garde donc, vous reconnaît. Il ouvre le cachot, donc une grande porte en bois assez épaisse, il ouvre. Et en fait, plongé dans l'obscurité, donc vous avez donc, une petite torche qui vous a été passée. C'est la seule qui permet d'éclairer la pièce. Et vous voyez qu'en fait, sinon, elle est totalement plongée dans le noir. Il fait sombre, c'est humide, vous le sentez même à l'odeur, enfin vous respirez, vous sentez la paille humide. Ce qui dénote en fait pour quelqu'un qui fait partie des grandes seigneuries en fait du Bief. On l'a mis dans un cachot de droit commun. Et donc Parce qu'il y a, du coup, je suppose qu'il doit y avoir aussi quand même des cachots de... Oui. Et donc vous la voyez recroquevillée sur elle et vous voyez qu'elle tourne très légèrement sa tête. Elle est habillée très simplement, donc des vêtements très simples, et tu vois qu'en te voyant, elle se lève très légèrement et elle se jette à tes bras. Bah, du coup, je la serre dans mes bras. Je la recouvre aussi, parce que du coup, je la recouvre de ce vêtement que j'avais récupéré pour que justement, pour qu'elle ait moins froid, enfin pour qu'au moins l'humidité soit moins présente. Et du coup, je laisse passer un petit peu le temps qu'elle se calme, enfin qu'elle voilà, et elle sèche petit à petit ses larmes, voilà, elle retient un peu ses sanglots, et donc elle vous voit tous les deux, et elle est heureuse de vous voir, et vous voyez que ça, elle a le visage très pâle, comme si une partie de sa vie avait été aspirée par cet endroit, et donc elle vous regarde. Je vous promets que j'ai rien fait. J'ai vraiment rien fait. Je te crois. Je comprends pas. Je comprends pas. Je voyais Deacon, il était encore en vie, et et l'instant d'après, tu vois qu'elle voit ses mains, donc qui sont elles sont propres, parce qu'elle peut être propre dans un endroit comme celui-ci, mais il n'y a pas de sang, et tu vois qu'elle fixe ses mains, et tout ce sang, je comprends pas, je comprends vraiment pas. Est-ce qu'à la lueur de la torche, je peux voir si elle a les lièvres cyanosés ou d'une coloration un peu étrange? Fais-moi un test d'intelligence. Est-ce que ses yeux sont étranges, tout ça? Est-ce que je peux considérer ça comme un jet de médecine? Oui. Alors du coup, plus 2 à tous les tests. Ok, donc ça fera médecine plus 2. Et avec intelligence, du coup, ça fera plus 3 au total. 15 plus 3, 18. Tu vois qu'elle a les lèvres extrêmement sèches, presque craquelées. Alors que à la lumière de la torche que tient ton frère, tu peux voir qu'elle a un broc d'eau. Elle a un gobelet, elle a sûrement peut-être déjà bu.
peut-être pas, mais en tout cas, elle a de quoi boire et pourtant elle a les lèvres très sèches. Est-ce que tu as bu aujourd'hui? Oui, Tu as bu beaucoup? je sais pas, peut-être. Le fait qu'elle ait les lèvres sèches, ça me dit quelque chose ou pas du tout? Non. Et on est quoi? On est 12 heures plus tard là? Ouais, à peu près, À ouais. peu près. Au niveau de ses yeux, pareil, ça y a rien de particulier. Elle a Non. pas le blanc d'une couleur un peu étrange, les pupilles ultra dilatées, tout sur le cheveu. Ouais. Après, je peux regarder ses ongles aussi. Est-ce qu'elle a quelque chose sous les ongles? Non. Juste d'un peu de crasse, mais... Donc elle a pas de marque sous les ongles. Ok. Est-ce que de ce qu'on voit, elle a encore cette espèce de marque qui pourrait être sur ses mains? Oui. Oui. Ok. Je l'attrape délicatement par les épaules, je la regarde droit dans les yeux et je lui dis écoute, il va falloir que tu fasses un gros effort de mémoire et que tu me dises tout dans les moindres détails, que tu m'expliques tout dans les moindres détails. J'étais... on était dans la salle principale, il y avait la cérémonie du coucher, on m'a emmené. Les demoiselles d'honneur étaient là, les amis de Deacon étaient Est-ce qu'on présents. t'a servi quelque chose, qu'on t'a donné quelque chose à boire, à manger, entre le moment où tu as quitté la table et le moment où vous êtes arrivé dans la chambre? Deacon m'a donné un peu du vin qu'il avait ramené. Et c'est tout. On n'a pas mangé, on n'a pas bu autre chose et... Est-ce que le vin avait un goût bizarre? Non. Il sentait bizarre? Je me sentais bien, mais c'était normal. Et tu vois que là, d'un coup, elle repleure de nouveau. Et tu vois que elle pleure, mais Du coup, je la reprends dans mes bras, j'essaye de la rassurer. Et du coup, j'explique à Gonsen ce que m'a dit le maître, en fait. D'après le maître, enfin d'après ce que j'ai pu voir, en fait, le pot de vin, pichet de vin qui leur a été servi n'était pas là quand on est revenu. Et elle a l'air déshydratée, ce qui est pas normal. Sauf qu'elle a de l'eau et elle dit qu'elle a bu. Les abus d'alcool peuvent donner soif. J'ai déjà vu des hommes ivres et en gueule de bois, ils sont pas forcément dans cet état-là. Et pareil, vous noterez d'ailleurs que ses lèvres n'ont pas la couleur de celle du soudard qui a abusé du vin. Oui, elle a pas de tanin sur les lèvres particulier. Et tu vois qu'elle s'arrête de nouveau de pleurer. Et tu vois que d'un coup, elle lève les yeux. Elle a presque le regard un peu vague. Et elle vous regarde dans les yeux. Il était là, Qui ça? l'enfant de la forêt. Et la suite. Au prochain épisode. Yes. Et voilà, donc deuxième épisode, c'est passé très vite. Oui. Tout à fait. On aimerait en avoir encore plus. Donc j'espère que ça fait la même chose pour vous. En tout cas, on a bien aimé ce Ouais. deuxième épisode. Enfin, en tout cas, moi je l'ai bien aimé de mon côté de l'écran. L'attention. Voilà. Il y a Des tellement choses de sont choses. révélées. Et puis on en saura plus pour l'épisode 3. Qu'est-ce qui va se passer alors? Eh bien on le saura la semaine prochaine. N'hésitez Oui. pas à mettre des pouces si vous avez aimé, à vous abonner, à partager, à mettre des commentaires, à aller sur le Discord. Pour extrapoler, Je vais dire aussi, abonnez-vous, mettez des pouces. Voilà. Partagez-nous, il paraît qu'on a un Instagram, un Twitter, ce genre de trucs. venez extrapoler avec nous, ça peut peut-être nous aider. Mais on n'est pas sûr. Sur TikTok, Voilà. excusez-nous, En même temps, je hein, vois pas pourquoi on sortirait des vidéos alors qu'on en fait déjà sur YouTube. on est à ça d'être des boomers. Vous nous excuserez. Et puis et à la semaine prochaine. À la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Ciao. Ciao. Heureusement que ça devait être un résumé. C'était Ouais, mais attends, c'était le premier. C'est un intense. résumé concis. C'est intense, quoi.
C'est même 2 danses. Pardon.